Daniel Danlois, en préparant cette table ronde, vous dites qu'un quart des recherches Google ont trait au tourisme. Vous en avez saisi donc l'importance stratégique et depuis 20 ans, vous organisez le partage de l'information touristique dans votre territoire de la Wallonie. Bilan et leçons, j'allais dire. Voilà, tout d'abord, effectivement, donc il y a quelques années, on s'est rendu compte effectivement que Google détenait, ou en tout cas les grands moteurs de recherche détenaient pas mal d'informations sur l'aspect touristique et que finalement on était peut-être un peu dépourvu dans nos différents organismes touristiques. Ça, c'est un constat qu'on a fait et donc sur cette base-là, on a aussi cherché un peu des expériences qui se font à l'étranger, notamment au Québec, puisqu'ils ont commencé en 2000 à créer un portail québécois, donc qui s'appelle bonjourquebec.com, et dont l'objectif était en fait de liaisonner l'ensemble des acteurs touristiques du Québec, à la fois les organismes et les prestataires. Et c'était évidemment une démarche intelligente, puisque quand on a fait l'inventaire chez nous des bases de données existantes, ben, on trouvait un peu de tout quand on en trouvait, je veux dire, donc c'était pas évident. Donc la première démarche a été de se dire comment peut-on organiser la collecte de l'information sur un territoire comme la Wallonie. Donc on est parti d'une démarche de mutualisation à la fois des développements informatiques et de l'information touristique. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on a développé, grâce à une société externe évidemment, mais qui a travaillé en permanence en nos murs, de façon à avoir un contact permanent dans la façon de travailler, ce qui a évidemment permis d'arriver aux meilleurs résultats possibles en termes logiciels. Et donc c'est comme ça que est parti donc le développement de ce logiciel de base de données qu'on appelle Pivot. Comment vous l'avez organisé ce logiciel, cette information? Voilà, alors donc cette information a tenu compte évidemment des éléments toujours importants de l'offre touristique, hein, donc par grande catégorie. Bon, ça peut être les événements, on en a beaucoup parlé, c'est tout ce qui concerne l'hébergement, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle les visites découvertes, les attractions touristiques, les activités de plein air ou autres, de sport-aventure. Et alors évidemment, un volet très important sur lequel on travaille aussi, c'est tout ce qu'on appelle, nous, l'itinérance. Vous disiez tout à l'heure que tout n'est pas en open data. Pourquoi et selon quels critères vous choisissez de les mettre ou pas en open data? On n'y était pas vraiment, puisque pour l'instant, quand on est interrogé par une entreprise ou un service public, pour l'instant, en fonction de ses besoins, on lui crée, je veux dire, ce qu'on appelle une requête particulière en fonction de ses besoins, et automatiquement, elle reçoit l'information. Voilà, donc maintenant, il y a un décret, donc je pense qu'il y a une directive européenne où les États doivent la transposer, je crois que c'est pour mai ou juin 2021, en tout cas, la nouvelle directive. Et donc, nous, on va se formater dans ce cas-là. Et donc, le portail wallon qui reçoit, qui est la plateforme Open Data, c'est l'agence du numérique, qui est une agence du gouvernement wallon. Et donc, dans les 2 mois qui viennent ici, ce sera de l'open data pur et simple, avec tout ce qui est disponible en matière touristique. Jean-Marie Bourgogne, je vous laisse prendre la zapette, puisque vous avez quelques éléments également à nous montrer. Vous aidez les collectivités locales à ouvrir leur base de données conformément à la loi de 2007 sur la République, 2016 pardon, sur la République numérique. Ça concerne pas moins de 5000 collectivités qui ont plus de 3500 habitants. Or, 10% seulement ont fait le pas. Quel est le problème ? D'abord, pour présenter rapidement Open Data France, c'est une association qui réunit exclusivement des collectivités territoriales et leurs partenaires parapublics pour les accompagner à comprendre les enjeux de l'open data, pour les aider à se lancer dans de l'open data et pour les collectivités qui font déjà de l'open data progresser dans leur pratique. Pour répondre à votre question, effectivement, quand la loi République numérique a été élaborée à l'été 2016, et la secrétaire d'État à l'époque, Axel Lemaire, nous avait demandé de faire un diagnostic de l'impact de cette loi République numérique sur les collectivités. Moins de 10% de collectivités respectent leurs obligations, c'est un problème. Et ce problème-là, il n'est pas dû au fait qu'il y ait une mauvaise volonté de leur part de le faire, c'est que sûrement que ce ne sont pas les priorités des collectivités de petite taille pour faire de l'open data. Ça demande une compréhension des enjeux, parfois un peu de maîtrise technique et qui ne sont pas toujours à la portée de petites collectivités. Dans le champ des transports, c'était un sujet qui était très important dans la demande autour de la data. On disait la première donnée que les gens souhaitent, c'est de la donnée de transport. On est tous des consommateurs de services de mobilité. On ne sait pas qu'il y a de l'open data derrière. Rien que le GPS, d'ailleurs, le signal GPS est un signal open data. On ne paye pas pour le recevoir, mais bon.
C'est un sujet qui intéresse tout le monde. Et le constat était qu'il y avait 370 autorités organisatrices de mobilité en France. Très peu produisaient des données open data. Et aller les chercher sur ces 370 territoires, c'était très difficile. Et il y a eu une initiative menée par le ministère des Transports avec le soutien d'Etalab, de la DISIC, d'INUM aujourd'hui, de l'État, pour essayer de fabriquer une plateforme de centralisation de ces données, récupérer les données de tous ces 400 quasiment opérateurs de transport et les mettre à un format avec une règle de partage donc de licences qui soit homogène et acceptée par tous. Et ce qui est très important, c'est que cette plateforme transport.data.gouv.fr devient la plateforme de référence des grands opérateurs comme Google, comme Waze, comme Nokia, comme Mir, comme ces grands acteurs qui s'occupent de l'information de mobilité. Au lieu d'aller chercher les données sur les 370 plateformes, ils les trouvent sur la plateforme hébergée par l'État aujourd'hui, transport.data.gouv. Ce qui est important de dire, c'est que cette équipe transport.data.gouv, qui est tout à fait équivalente à la plateforme Data Tourisme qui est évoquée ici, mais je peux témoigner d'autres exemples pour regarder le point commun, les avantages des deux. Non, celui-là nous va bien. Ce qui est très, très important, c'est qu'ils ont fait le même travail que pour le tourisme. Ils ont établi un format. Les conditions de partage, la licence, a été discutée avec les acteurs de la publication, de la réutilisation. Et aujourd'hui, c'est une plateforme qui a quasiment collecté plus de la moitié des AOT, des AOM en France. Et donc, voilà, le projet va se terminer correctement. Donc, on voit que c'est la même piste que prend Data Tourisme, une plateforme centralisée, des licences ouvertes, je l'ai vu tout à l'heure, des standards. Et il faut faire ce travail d'accompagnement auprès des collectivités pour qu'elles publient dans des bonnes conditions. Thierry Aouizerat, donc chef au service du département INSEE. Concernant l'INSEE, effectivement, nous sommes open data depuis le début, depuis les origines. En tout cas depuis 2003, puisque c'était la décision du comité de direction de l'INSEE que de prendre le virage de l'Internet. En revanche, les enjeux sont aujourd'hui du côté de la technologie, de la qualité de la mise à disposition. Il faut permettre au public d'avoir les meilleurs outils pour faire une utilisation facile et intelligente de nos données. Alors, on a plusieurs exemples. Un premier exemple qui est celui de la base de données Sirène des entreprises et des établissements. Cette base Sirène contient les informations d'identification des entreprises. Ces informations sont complètement structurantes pour l'information d'entreprise. C'est autour de ces informations d'identification que les systèmes d'information peuvent greffer l'ensemble des informations relatives aux entreprises. Donc, cette base Sirène est l'une des bases de référence du service public de la donnée. Nous avons rejoint le service public de la donnée, l'une des 9 bases du service public de la donnée en avril 2017. Quasiment la seule conséquence de la loi numérique, le seul impact sur notre politique de diffusion, est que cette base de données Sirène est passée du payant au gratuit. On ne s'est pas contenté de rendre gratuite une offre qui était précédemment payante. On a essayé de développer cette offre selon plusieurs canaux de diffusion, et notamment, et je crois que ça c'est un exemple intéressant, de tirer parti au maximum des synergies qui existent entre les besoins de l'administration et le besoin de ce que j'appelle improprement le secteur privé. Et donc en fait, on a aujourd'hui un canal de diffusion qui est triple. On peut télécharger la base sur data.gouv.fr, c'est le procédé standard, elle est très volumineuse. On peut aussi faire des extractions de listes. Et puis enfin, on a mis à disposition, et là évidemment c'est un sujet qui parle aujourd'hui, à disposition du public, d'un public d'experts, et notamment des entreprises, une API qui est l'API Sirène, qui est une API qu'on a voulu assez puissante. On a consacré vraiment beaucoup de moyens au développement de cette API. Vous allez aller plus loin voilà. Avec ce projet Mélodie, c'est ça? Voilà. Alors ensuite nous avons, concernant la diffusion, pour quitter la base Sirène et regarder plus globalement la diffusion d'INSEE, on a un projet très important pour faire progresser encore la mise à disposition de données. C'est un projet qu'on appelle en interne Mélodie, dont l'objectif, je vais essayer d'être clair en très peu de mots, l'objectif est de diminuer la complexité qui est inhérente à la masse considérable de nos données et à la grande variété de nos sources. INSEE.fr, c'est 2 téraoctets de données, 450 publications par an, 20 000 produits de diffusion, 5 000 fichiers Excel tous les ans, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de données, beaucoup de concepts, etc. Donc, en fait, on va créer un entrepôt de données, c'est vraiment quelque chose qui vous parle, qui va contenir toutes nos données de diffusion, le travailler comme aujourd'hui en silo. Et puis, on va faire un travail d'harmonisation de l'ensemble de nos métadonnées. Les métadonnées, ce sont les données qui décrivent les données. Donc, on va créer un référentiel unique de métadonnées. À partir de ça, on va pouvoir rationaliser notre production. Ça ne va pas forcément vous intéresser beaucoup. Ça nous intéresse, nous, mais pas vous, pas forcément beaucoup. Mais on va également créer de la valeur pour les utilisateurs et pouvoir offrir de nouveaux services. Sylvain Cochetot, je me tourne donc vers vous, directeur général de
circuit. Vous êtes donc spécialiste dans l'agrégation de données touristiques, l'un des leaders du secteur, et surtout bêta-testeur de data tourisme. Vous avez ce recul technique sur l'usage des données et sur leur agrégation. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à ce stade d'exploitation ? Alors, sans rentrer dans la technique, ce qui est le premier constat, c'est bien sûr notre capacité, en tout cas l'occasion qu'on a eue depuis tout ce temps, de travailler avec un nombre d'opérateurs très très variés, donc un nombre de formats et de plateformes extrêmement diversifiés. D'ailleurs, ces sujets ont une tendance à plutôt se lisser dans le temps. On a tendance, enfin les clients, les partenaires avec lesquels on travaille ont plutôt tendance à aller vers des outils de plus en plus convergents. Donc c'est des choses qui se lissent avec le temps. Le deuxième point sur lequel on a eu le loisir d'expérimenter beaucoup de choses, c'est notamment le traitement des doublons, puisque je crois que d'autres personnes ont pu prendre la parole à ce sujet tout à l'heure. Évidemment, quand on parle de base de données, le premier sujet, c'est comment est-ce qu'on converge, comment on fusionne des données qui sont peut-être les mêmes ou pas exactement les mêmes, etc. Le troisième point à évoquer, au-delà donc de la dimension purement technique et formatage, c'est le fait que nous avons été confrontés, certains ont pris la parole tout à l'heure depuis le début de ce colloque sur ce type de sujet, évidemment, à la limite des bases de données dites propriétaires, donc qui appartiennent aux équipes institutionnelles ou privées qui les ont fabriquées et qui ont la lourde mission de l'entretenir, de la maintenir. Donc des limites de qualité, forcément, par essence, dans la mise à jour, l'actualisation et des limites aussi dans la profondeur de l'information disponible. Hein, les bases de données plutôt éditorialisées, les bases de données structurées. C'est évidemment la deuxième catégorie qui nous intéresse pour pouvoir manipuler des flux de données importants. Vous en avez parlé juste à l'instant. Et enfin, la dernière limite, c'est bien sûr la disponibilité de ces bases de données qui qualifient le territoire français en langue étrangère. Donc Word is Mine, précisément, harmonisation, universalité, langage naturel, exhaustivité de l'information. Vous en dites quelques mots. C'est un projet, c'est déjà abouti? Notre outil, il est fonctionnel, il est disponible à la fois en B2C, puisque c'est une plateforme qui permet véritablement d'avoir accès à toutes les données touristiques mondiales dans la langue de votre choix, avec une profondeur de catégorie, c'est ça qui est important, hein, qui est le pendant d'exhaustivité impressionnante, mais c'est aussi et surtout un outil qui permet en B2B à des acteurs institutionnels ou à des acteurs privés de se saisir de cette masse de données structurée, qualifiée dans toutes les langues, pour améliorer encore l'expérience de leurs clients ou de leurs touristes. Data tourisme dans tout ça? Alors, data tourisme, pour l'instant, on travaille pas sur ce sujet avec Data Tourisme concrètement, mais on a eu l'occasion d'évoquer à quelques reprises récemment les possibilités, par exemple, que nous pourrions apporter en termes de technologie sur les outils, j'en parlais de doublons, les outils algorithmiques qu'on a fabriqués pour indexer l'ensemble de ces pages, nous permettent d'avoir de bons outils, de très bons outils, je pense, en matière de dédoublonnage de points d'intérêt touristique. C'est apparemment une préoccupation qui a déjà été évoquée, qui est fondamentale. Je pense également, mais pas seulement pour Data Tourisme, mais aussi pour l'ensemble des acteurs privés institutionnels qui disposent d'une base de données qualifiée de points d'intérêt touristique. Ça peut être l'occasion de non pas de traduire, mais en tout cas de translater dans une culture différente ces points d'intérêt touristique, puisque nous disposons de ces mêmes points dans toutes les langues disponibles dans le monde, en tout cas dans toutes les langues disponibles sur Internet. Donc c'est par exemple deux cas d'usage potentiels immédiatement disponibles. Perica Susvik, directeur adjoint de la mission Etalab. Etalab, c'est donc un des départements de la direction interministérielle du numérique, m'avez-vous expliqué, et il a été constitué sur les modalités de mise en œuvre et de définition d'un modèle économique pour data tourisme. Quelles ont été ses préconisations premières? Alors, quand on a été consulté, le modèle de l'open data, vous comprenez bien que la diffusion massive d'informations et le caractère payant ou pas payant de cette information peut être éventuellement un frein à la réutilisation et je dirais à toute la dynamique qui peut se mettre en place grâce à l'utilisation de données. Donc la France a pris le parti relativement tôt et quelque part en avance de phase, dès décembre 2015, de fixer la gratuité de la réutilisation des informations publiques. Donc du coup, ça vous limite grandement, je dirais, le modèle qui était initial et qui existait, on va dire, entre 2005 et 2015, qui était un modèle de redevance, c'est-à-dire je paye pour avoir accès aux données et pouvoir les réutiliser. On a étudié, et donc il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi, qui ont analysé, je dirais, l'évolution
de ce modèle économique basé sur l'achat de données brutes. Je dirais certains disaient, je dirais ceux qui étaient les détracteurs de ce modèle de vendez vos données, etc., disaient c'est comme vendre son blé en herbe avant qu'il ne soit encore mûr. On le vend et puis finalement on n'a plus rien, il nous reste finalement la paille. Donc il y a eu des réflexions sur le sujet, 2 rapports de la Cour des comptes qui ont analysé tant les redevances à l'égard du grand public que les redevances qui étaient pratiquées au sein des administrations, parce que je dirais une grande part des achats de données pour pouvoir les réutiliser se passaient entre administrations elles-mêmes. Donc tout ceci était un modèle assez finalement, je dirais, déprécié ou dépressif, puisqu'on voyait qu'il y avait un grand boom au début, on gagne de l'argent, et puis après, ça se tarit un peu, puis finalement... Voilà, il n'y a plus vraiment d'intérêt financier. Donc, ce modèle, aujourd'hui, c'est la gratuité totale. Donc, le modèle économique, finalement, il n'est plus autour de la vente de données. Le modèle économique, il est autour du service. Tout à l'heure, on a parlé d'un autre sujet également, c'est celui de transport.gouv.fr. C'est un site que vous opérez, un service que vous opérez. Pourquoi n'opérez-vous pas Data Tourisme de la même façon? Parce que d'abord, on ne nous l'a pas demandé au départ, puisque c'était la Direction générale des entreprises qui était chargée de la mise en œuvre du dispositif. Le ministère des Transports et la DGITM, donc qui est la direction qui est chargée de la mise en œuvre du dispositif, s'est tourné vers la direction interministérielle du numérique pour développer la partie transport de la plateforme data.gouv. Donc, le gros avantage, qui peut être un avantage et un désavantage, le gros avantage du sujet transport, c'est qu'il y a une directive européenne qui traite donc du transport intelligent. Récemment, un acte d'exécution a été pris et qui impose à l'ensemble des États membres de bâtir des points d'accès uniques nationaux aux données de transport. Donc vous avez cette obligation européenne et on voit que quand il y a une obligation européenne, comme potentiellement on peut être soumis à des sanctions européennes si on ne les respecte pas, là on joue le jeu et on le fait. Comme le rappelait Jean-Marie, la loi nationale, on s'aperçoit qu'il y a quand même un grand nombre d'administrations qui ne l'appliquent pas encore, malheureusement. Mais il y a une forte synergie, bien évidemment, entre s'il y a des synergies à imaginer et à créer entre tourisme, transport et géographie, vous avez le triptyque